Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition. Sommaire de l'actualité en Côte d'Ivoire. À 53 ans, Kwibert Koulibaly Ibrahim devient le nouveau président de la CEI. Le magistrat hors hiérarchie a été élu à la tête de l'institution avec 9 voix pour. Sur 14 membres présents, Kwibert Koulibaly Ibrahim présidera les 6 prochaines années la commission électorale indépendante de la Côte d'Ivoire. La première dame a fait parler son cœur dans le Nzi. Des dons d'une valeur de 500 millions de francs CFA ont été remis aux populations et aux structures sanitaires et scolaires dans le cadre de la visite d'État du président de la République la semaine dernière. Les détails de cette action sociale dans ce journal. Et le vice-président de la République, Daniel Kalbla-Duncan, est en mission aux États-Unis. Il célèbre les progrès de la lutte contre le sida. Il a également reçu les félicitations de la coordonnatrice du mouvement SUN pour l'implication de la Côte d'Ivoire dans la lutte contre la malnutrition. Bienvenue dans ce 23h si vous nous rejoignez. Le nouveau président de la CEI est connu depuis ce soir. Kwibert Koulibaly Ibrahim, 53 ans, magistrat hors hiérarchie, a été élu à la tête de l'institution avec 9 voix pour sur 14 membres présents. Il présidera les 6 prochaines années la commission électorale indépendante de Côte d'Ivoire. Avec lui, Koné Sourou, Dogou Alain et Salimata Porqué ont été respectivement désignés premier, deuxième et troisième vice-président de la CEI, Kolo Koulibaly. La commission électorale indépendante a un nouveau président, Koulibaly Kwibert Ibrahim, élu avec 9 voix contre 6 pour Marguerite Yolibi. Ce magistrat hors hiérarchie est élu pour 6 ans, non renouvelable. Ce lundi, il s'est tenu une réunion pour l'installation du nouveau bureau de la CEI. Rencontre présidée par la doyenne d'âge des 15 nouveaux commissaires. Vous savez comment se passent les élections, ce n'était pas très facile. Mais les choses se sont passées de façon très conviviale, dans la démocratie la plus totale, parce que certaines personnes s'attendaient à ce qu'on vienne et d'un coup de main, qu'on installe des personnes. Non, cela n'a pas été le cas. Le nouveau président a aussitôt pris les rênes de l'institution. La doyenne d'âge lui cède le fauteuil. Il annonce les couleurs. Il faut donc nous atteler à adopter le code électoral. Il faut procéder à la révision de la liste électorale, faire de sorte que la liste électorale corresponde à la réalité. Il faut nécessairement installer les commissions locales. Koné Sourou est élu premier vice-président de la CEI, Alain Dogou deuxième vice-président et Sanogo Salimata Porqué à la troisième vice-présidence. Tous élus pour 3 ans renouvelables. Le secrétariat permanent est occupé par Kwame Adjoumani-Pierre, avec pour premier adjoint Émile Brotier et deuxième adjoint Lagou adjoint Henriette. Au total, 7 personnes au bureau de la CEI, avec les autres commissaires, une équipe chargée d'organiser les prochaines échéances électorales. Jugez-nous aux actes. Et c'est à ce prix-là que nous allons mener à bien notre mission si vous nous accompagnez de vos prières. Le nouveau président de la commission électorale indépendante était commissaire à la CEI entre 2011 et 2014, avant d'occuper en 2015 le poste de secrétaire général du Conseil constitutionnel. Un retour pour assurer cette fois la présidence de l'institution chargée des élections en Côte d'Ivoire. Et voilà, c'est à retenir. Le nouveau président de la CEI est Kwibert Koulibaly Ibrahim. Une autre institution, le Sénat, a adopté ce lundi 2 projets de loi pour l'amélioration du climat des affaires. Le premier texte porte sur la simplification de la procédure d'immatriculation des entreprises et le second concerne le code des investissements en Côte d'Ivoire. Ces projets de loi ont été présentés par le ministre auprès du Premier ministre chargé de la promotion des investissements, Esmel Essis. Très tôt. Le vice-président, vous l'annoncez en titre, est en mission de travail aux États-Unis. Il a reçu les félicitations de la coordonnatrice du mouvement SUN pour l'implication de la Côte d'Ivoire dans la lutte contre la malnutrition. Daniel Kalbla-Duncan célébrait aussi les progrès de la lutte contre le sida lors d'une réception à University Club de New York, un événement qui fait suite à l'appel en 2013 de l'ONU-SIDA et qui soutient l'intensification du traitement anti-VIH et le traitement pédiatrique du VIH. Le point des rencontres du vice-président à New York par Awa Touré.
La Côte d'Ivoire a fait son entrée dans le comité de direction du mouvement pour le renforcement de la nutrition, le mouvement SON, à la faveur de la 74e session de l'Assemblée générale des Nations unies. La coordonnatrice du mouvement SON, Gerda Verboom, sous-secrétaire générale des Nations unies, est venue féliciter la Côte d'Ivoire pour les progrès réalisés en matière de lutte contre la malnutrition. We are from the Scaling Up Nutrition movement, and Côte d'Ivoire is a member of the Scaling Up Nutrition movement. Nous sommes venus voir Son Excellence, Monsieur le Vice-président de la République de Côte d'Ivoire, non seulement pour le féliciter pour sa participation en tant que membre du groupe du mouvement SAN, mais nous sommes venus aussi transmettre nos remerciements à Monsieur le Vice-président, parce que la Côte d'Ivoire a décidé de faire de la nutrition une priorité. Donc aujourd'hui, nous avons travaillé pendant la session de l'ONU et nous sommes venus aussi lui apporter une invitation pour la prochaine rencontre qui aura lieu au Népal, toujours sur la nutrition. Nous voudrons en tout cas insister sur les félicitations pour dire que la Côte d'Ivoire s'est engagée véritablement à faire non seulement de la nutrition une priorité, mais à mobiliser toute la communauté en faveur de la nutrition, mais en faveur aussi de l'allaitement maternel. Le développement de l'agriculture était au centre des échanges entre le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, et Dana G. Bolden du groupe COT. Nous avons discuté de l'avenir de l'agriculture en Côte d'Ivoire. Looking to see how we can increase farmer productivity. Voir comment on peut appuyer d'augmenter la productivité des agriculteurs ivoiriens. And we discussed more sustainable farming practices. Et nous avons discuté les pratiques, les meilleures pratiques en matière d'agriculture. Et comment la société Corteva puisse appuyer les efforts. Le vice-président de la République a aussi échangé avec la présidente du groupe General Electric, Rachel Duane, sur les nouvelles opportunités de partenariat entre la Côte d'Ivoire et le groupe General Electric. La Côte d'Ivoire est un des pays qui connaît un taux de croissance très élevé, continue à connaître un taux de croissance très élevé. Au-delà de ça, nous avons parlé des partenariats qui existent déjà de longue date entre GE et la Côte d'Ivoire dans les secteurs de l'énergie, de la santé. Et cet entretien était également dédié à voir et anticiper de nouvelles opportunités de partenariat. Le groupe General Electric entend étendre ses activités dans la sous-région ouest africaine à partir de la Côte d'Ivoire. Et ici en Côte d'Ivoire, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly recevait ce lundi une délégation du FMI conduite par Céline Allard dans le cadre de l'évaluation de la collaboration entre le FMI et la Côte d'Ivoire. Le point complet de cette audience vous sera présenté dans nos prochaines éditions. Et c'est une première en Afrique de l'Ouest. L'hôpital Mère-Enfant de Majarville a reçu ce lundi 30 septembre le label de niveau argent de l'APHP, l'assistance publique des hôpitaux de Paris. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, qui a reçu cette labellisation pour l'AHME, assure que l'établissement sanitaire mettra tout en œuvre pour mériter cette distinction. On écoute son propos. La démarche qualité dans laquelle nous nous sommes toujours inscrits nous a permis d'obtenir des résultats qui nous ont encouragés à compétir pour obtenir le label APHP. Le label APHP qui vient de nous être présenté est celui donné par l'assistance publique des hôpitaux de Paris aux établissements qui répondent aux normes internationales en matière d'infrastructure, d'équipement et de qualité de soins. Il est d'autant plus important que la France a l'un des systèmes de santé les plus performants au monde. De plus, l'assistance publique des hôpitaux de Paris regroupe l'ensemble des établissements publics de Paris et de l'Île-de-France et dispose d'une expertise reconnue dans le monde médical. Ce label vise donc à nous rapprocher des standards français en matière de qualité et de sécurité des soins, qui répond à l'objectif majeur de l'hôpital Mère-Enfant de garantir aux patients une prise en charge de haute qualité répondant aux normes internationales.
L'hôpital Mère-Enfant de Magerville devient ainsi le premier établissement sanitaire en Afrique à être labellisé APHP. Nous mesurons toute la responsabilité et l'engagement que ce label implique. Je puis vous assurer que l'HME se fera un point d'honneur à toujours mériter ce label pour la santé de nos femmes et de nos enfants. Et la première dame qui a porté le projet de l'hôpital Mère-Enfant de Magerville ne cesse de faire parler son cœur à l'endroit des femmes particulièrement. Elle a offert des dons d'une valeur de 500 millions de francs CFA aux populations du Nzi dans le cadre de la visite d'État du président de la République la semaine dernière. Les femmes, les jeunes et les structures sanitaires et scolaires ont reçu du matériel, des vivres et non-vivres. Retour sur l'exaction sociale de la première dame Dominique Ouattara dans la région du Nzi, Mahama Traoré. Ce n'est pas seulement des chèques du FAFSI, Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, que la première dame Dominique Ouattara a octroyé dans le Nzi lors de la visite d'État. Elle a aussi fait don de plusieurs matériels aux différentes couches de la population, du matériel pour les femmes du milieu agricole, aussi pour celles exerçant dans le secteur esthétique, une cinquantaine de congélateurs et 2000 glacières pour les commerçantes des 3 départements du Nzi. Madame la première dame, au moment où vous donnez votre cœur d'amour aux femmes du Nzi, elle me charge de vous transmettre toute leur reconnaissance et vous remercier infiniment pour votre sollicitude. Je sais, Madame la Première Dame, qu'elles savent apprécier à sa juste valeur les nombreux cadeaux que vous leur donnez ce jour. Outre les femmes, les 3 communes de la région du Nzi ont chacune reçu un tracteur pour le ramassage des ordures. Dans cet élan de solidarité, la première dame n'a pas aussi oublié les associations de jeunesse, les établissements scolaires et les hôpitaux de la région. Coût global de tous ces dons en vivres et non-vivres, 500 millions de francs CFA. Chères sœurs de Dimbokro, de Bokanda et de Kwasi-Kwasi-Kro, je voudrais vous remercier pour toutes les attentions que vous avez eues à mon endroit et qui me touchent beaucoup. Comme par exemple le centre de santé de Dimbokro et la maternité de Kwasi-Kwasi-Kro qui porte mon nom, ainsi que les nombreux et magnifiques présents que vous m'avez offerts. Pour vous permettre de mener à bien vos activités, je vous ai apporté des dons en nature d'une valeur de 500 millions de francs CFA. Je sais que vous en ferez bon usage. Quant à vous, mes chères sœurs, qui avez été sélectionnées pour recevoir les chèques du FAFSI aujourd'hui, je voudrais vous en féliciter et vous dire que le FAFSI est pour vous une formidable opportunité de réaliser vos rêves. Je sais que vous y parviendrez car vous êtes courageuse et déterminée. Pour rappel, à la faveur de la visite d'État dans le Nzi, le budget du FAFSI pour cette région a bénéficié d'un financement supplémentaire de 500 millions de francs CFA, répartis comme suit: 400 millions de francs CFA pour les communes de Dimbokro et Bokanda et 100 millions de francs CFA pour celles de Kwasi-Kwasi-Kro. Cette enveloppe additionnelle porte à 1 milliard de francs CFA le budget du FAFSI alloué à la région du Nzi. Et ce sont là des actions sociales qui viennent en appui à la mission du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. La ministre Bakayoko Liramata, aussi présente à Dimbokro pour cette visite d'État, a rencontré les femmes veuves de tous les départements de Dimbokro. Elle a informé ces femmes sur les opportunités et programmes d'aide dont elles peuvent bénéficier pour leur épanouissement. Le reportage de Kader Segodogo. À sa sortie du Conseil des ministres tenu à la préfecture de Dimbokro, présidé par le président de la République Alassane Ouattara, Bakayoko Liramata, ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, se retrouve face aux femmes de Dimbokro. Au centre de la rencontre, la promotion des activités de son ministère. L'objectif, c'était de venir présenter aux femmes du Nzi les actions que mène le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Aussi bien au niveau de la femme, au niveau de l'enfant que de la famille. Par exemple, au niveau de la femme, il y a déjà des fonds qui sont mis en place par la première dame. Il y a un fonds au niveau du ministère du Commerce, mais les femmes ne savent pas qu'il y a un fonds
au niveau du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Et ils ne savent pas aussi qu'il y a des instituts de formation, d'éducation féminine pour apprendre à celles qui n'ont pas été alphabétisées d'aller apprendre à parler le français. De vraies opportunités à saisir. On apprend aux familles à éduquer leurs enfants. Comment, parce qu'on est dans un monde assez ouvert aujourd'hui avec l'Internet, comment assurer le suivi scolaire des enfants. Et nous avons des spécialistes au niveau du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Vous savez que l'État de Côte d'Ivoire, il faut le dire, il y a des enfants qui sont abandonnés ou bien des enfants qui deviennent orphelins. Et lorsque la famille ne peut plus répondre à la protection de l'enfant, vous avez des sessions de remplacement du gouvernement. Vous avez les pouponnières, vous avez les orphelinats et vous avez des personnes spécialisées qui non seulement prennent en charge ces enfants pour les encadrer, mais aussi leur apportent l'amour que ces enfants n'ont pas pu avoir dans le cadre familial. Et à la suite des femmes, l'emploi, les jeunes de Dimbokro ont été reçus par le ministre Touré Mamadou. L'emploi des jeunes de la région du Nzi était au centre des échanges. Les opportunités d'emploi mises en place par le gouvernement en faveur de la jeunesse ivoirienne ont été présentées à cette jeunesse. Éric Goré. Touré Mamadou a pris rendez-vous avec la jeunesse de Dimbokro dans une salle appelée Amphi Lamine Diabaté, noire de monde et pleine comme un œuf. Pour aucune raison, ces jeunes n'ont voulu être absents. Devant le ministre de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, ils ont fait part de leurs préoccupations. Des préoccupations qui tournent autour de l'emploi des jeunes, de leur formation et du financement de leurs différents projets. Des attentes qui rejoignent la politique du gouvernement ivoirien. C'est pourquoi Touré Mamadou les a rassurés. Je vais entamer ce qu'on appelle des rendez-vous avec les jeunes, des rencontres au niveau régional, où je vais venir avec toutes mes équipes du ministère. On va faire région par région, du mercredi au dimanche, dans les régions données, pour regarder toutes les préoccupations des jeunes dans la région, voir l'effectivité de la mise en œuvre de tous les programmes par les services dans la région, échanger avec les jeunes et puis apporter des réponses à certaines préoccupations qui peuvent avoir des réponses immédiates. Et toujours dans le cadre de cette visite d'État, les agents des eaux et forêts des régions du Nzi et du Moronou ont reçu 4 véhicules neufs. Ces véhicules remis par le ministre Alain Richard Donvaï ont pour objectif de booster la mission des eaux et forêts pour la préservation des forêts dans le Nzi et dans le Moronou. Kader Sogodogo. Le ministre des Eaux et Forêts, Alain Richard Donvaï, accueilli à la direction régionale des Eaux et Forêts, basée à Dimbokro, une direction qui couvre les régions du Nzi et du Moronou. Le ministre arrive les bras chargés, 4 véhicules pour permettre à ses services de mener à bien leur mission, la lutte contre la déforestation et la criminalité forestière sous toutes ses formes. La déforestation, pour la combattre, il faut aller plus vite au reboisement. Et donc, je pense que nos hommes ont l'intention de le faire et vont le faire. Nous essayons de mettre les moyens à leur disposition pour qu'ils puissent accomplir leur mission. Et nous faisons en sorte aussi que tout ce qui est illégal au niveau de la criminalité donc, forestière soit vraiment restreinte le plus possible avant d'être annihilée complètement. Dans le cadre de la nouvelle politique forestière, les eaux et forêts travaillent pour la préservation et l'extension du couvert forestier. À Dimbokro, l'engagement est pris de travailler dans ce sens. Nous tenons à assurer le ministre que nous allons redoubler d'efforts et nous ferons tout possible pour que la région du Nzi soit la région la plus forestière en Côte d'Ivoire. Pour être classée parmi les pays forestiers, la Côte d'Ivoire doit avoir 20% de sa superficie couverte, ce qui n'est pas le cas actuellement. Dimbokro, Bokanda, Ara et Mbato, qui sont désormais dotés en véhicules, travailleront à coup sûr dans ce sens. Et à Boaké, suite à l'arrestation de Mangwa Jacques, président du conseil régional du Béquet, pour détention illégale de munitions de guerre sans autorisation judiciaire, le procureur de la République près du tribunal de première instance de Boaké a animé un point presse ce lundi et selon son propos, le présumé coupable a été transféré dans la soirée ce lundi à la maison d'arrêt et de correction de Boaké. Mangwa Jacques, qui court entre 5 et 10 ans de prison, sera traduit devant
le tribunal correctionnel suivant la procédure de flagrant délit. Et je vous propose de suivre en ce moment un extrait de la déclaration du procureur de la République près du tribunal de première instance de Bouaké. Le samedi 21 septembre 2019, il a été découvert à la résidence de M. Mangwa Jacques, président du conseil régional de Gbeke, Siza Ngesankro, 991 munitions de guerre de 7,62 mm, 49 munitions de fusil de type calibre 12 et 40 nouvelles machettes. Il convient de préciser qu'aucune trace n'a été observée sur le mur qui a une hauteur de 3 mètres avec des pointes de sécurité. Nous nous sommes donc posé la question de savoir comment ces objets ont pu être déposés dans la niche qui est à l'intérieur de la cour et située à environ 20 mètres de la clôture, d'autant plus que le détenteur des clés a affirmé sans équivoque n'avoir pas permis à une tierce personne d'avoir accès à l'intérieur de la cour. Ainsi, faute d'avoir rapporté la preuve de ce qu'il n'est pas le propriétaire des munitions découvertes à son domicile, M. Mangwa Jacques sera traduit devant le tribunal correctionnel suivant la procédure de flagrant délit. La garde à vue prendra fin tout à l'heure et il va être transféré à la maison d'arrêt de correction de Bouaké en attendant son audience. Dans la capitale économique ivoirienne, Abidjan, il s'est ouvert ce jour la 6e édition de la Journée nationale du cacao et du chocolat. L'événement a lieu à la Kesta au plateau sous le thème « Les enjeux d'un revenu décent aux producteurs de cacao », l'objectif étant de mesurer l'impact de la mise en œuvre de la grande réforme agricole depuis 2012 sur le revenu du producteur de cacao. Il a été révélé que plus de 7 000 milliards de francs CFA auraient été distribués aux producteurs depuis 7 ans. Le compte-rendu de Jean-Luc Mangbo. 3 journées pour célébrer le cacao. La 6e édition de la Journée nationale du cacao et du chocolat a surtout été l'occasion pour les producteurs de faire entendre leur voix. J'espère qu'au sortir d'ici, ils vont trouver des solutions et des propositions concrètes pour que le revenu du producteur, que tout le monde veut qu'il s'améliore, puisse avoir des solutions définitives et des solutions finales. Un meilleur prix, afin que, en tout cas, le producteur puisse vivre de sa culture. Des préoccupations inscrites au cœur de l'action du gouvernement depuis la réforme du secteur agricole initiée depuis 2012. Le chef de l'État sait les immenses efforts que vous consentez chaque jour pour permettre à la Côte d'Ivoire de tenir son rang de premier producteur mondial de cacao. C'est pour lui donc un devoir de regarder avec une attention soutenue et de promouvoir tout ce qui pourrait concourir à votre épanouissement et à votre bien-être. Ce sont plus de 7 000 milliards qui ont été distribués aux planteurs de Côte d'Ivoire. Au nombre des défis qui restent cependant à relever afin de consolider les acquis, l'accroissement de la transformation du cacao, la lutte contre la maladie du Schwellen-Schutz et la recherche d'une stratégie commune entre la Côte d'Ivoire et le Ghana en vue d'une meilleure commercialisation du cacao. Le ministre s'est également réjoui du recensement des producteurs et de leurs vergers. Il garantira une meilleure planification du développement de la filière avec la mise en place d'un système de traçabilité sur toute la chaîne d'approvisionnement. Ceci nous permettra d'éradiquer totalement le phénomène du travail des enfants dans la cacao-culture. La Journée nationale du cacao et du chocolat, c'est aussi un moment d'hommage et de distinction des meilleurs producteurs. Ces derniers ont reçu matériel roulant et des sommes d'argent avec notamment un don de 20 millions de francs CFA du chef de l'État. Panel, exposition vente, séances de dégustation sont autant d'activités qui mêleront les 3 jours des Journées nationales du cacao et du chocolat.
Cette 6e édition de la Journée nationale du cacao et du chocolat a été parrainée par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly qui s'est fait représenter par le ministre de l'Agriculture et du Développement durable Kobenan Kwasi Adjoumani. Dans quelques minutes s'affichera sur les calendriers le mois d'octobre, un mois dédié dans le domaine de la santé à la lutte contre le cancer du sein. Le Rotary Club, dans cette veine, lance son programme Octobre Rose qui prévoit toute une batterie d'actions pour venir à bout de ce fléau. Serge Coléa. 12 000 personnes atteintes en Côte d'Ivoire. 2500 nouveaux cas chaque année avec un taux de mortalité de 75%. Okay. Le cancer du sein est tout simplement pour Mariam Daougabala qui a vaincu cette maladie une arme de destruction massive. C'est une arme à laquelle on ne s'attend pas. Elle arrive, elle s'installe et elle détruit tout autour d'elle. Pas seulement la personne qui a eu le cancer, mais son environnement est psychologiquement touché. Comme elle, Agnès Crédit a connu la souffrance du cancer du sein. Elle qui partage son expérience à l'occasion du lancement du programme de lutte contre le cancer dénommé Octobre Rose. En octobre, on essaie de faire en sorte que la vie soit rose parce qu'en parlant contre le cancer, on célèbre justement la vie. Et c'est à cela que j'invite tout le monde et à cela que j'invite toutes les femmes de Côte d'Ivoire, de l'Afrique et du monde. Pas besoin d'être touché pour être concerné, c'est le thème d'Octobre Rose 2019 organisé par le Rotary Club Abidjan-Akwaba. Un devoir de mémoire envers 2 de ses membres frappés par ce mal pernicieux. Nous avons été durement éprouvés. Nous avons perdu Kodenina, qui était notre membre fondateur, qui a été présidente du club, et Valérie Akpa, qui était l'épouse du président de notre club. Il fallait agir. Agir comment ? Agir par la prévention, agir par la communication. Pendant un mois, le Rotary Club Abidjan-Akwaba prévoit dépister 7000 personnes et sensibiliser plus de 20 000 sur l'importance de la prévention et de l'autopalpation. Des activités sportives et des consultations gratuites sont prévues pour freiner l'élan de cette maladie qui fait de plus en plus de victimes en Côte d'Ivoire. Et dès demain, 1er octobre, s'ouvre à Paris la 41e édition du Salon professionnel du tourisme dénommé IFTM au Pressa. Le Salon mondial ouvre la saison touristique internationale et la Côte d'Ivoire qui y participera souhaite mettre l'accent sur le tourisme vert en faisant la promotion des potentialités du pays. Et dans le domaine culturel, en Côte d'Ivoire, Simone Guirandou Ndiaye a été élevée au grade de l'Ordre des Arts et des Lettres. La cérémonie de distinction a eu lieu le 28 septembre dernier à la résidence de l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire. Et Simone Guirandou Ndiaye souhaite multiplier ses actions pour la promotion de l'art et des lettres. Le compte-rendu d'Ahmed Traoré et de Cheikh Kodé. L'Ordre des Arts et des Lettres est une décoration honorifique française qui, gérée par le ministère de la Culture, récompense les personnes qui se sont distinguées par leur création dans le domaine. Cette année, Simone Guirandou Ndiaye a reçu ce prix, pour avoir contribué pendant 35 ans et activement au rayonnement des arts et lettres. Madame, dans quelques minutes, vous allez donc rejoindre au sein de l'Ordre des personnalités telles que Léopold Sédar Senghor, Jacqueline Scott Lemoine, Patrick Chamoiseau, Sam Zafran, Julien Clerc, Barbara Hendricks, mais aussi George Clooney et Sean Connery. La récipiendaire, touchée par cette marque de reconnaissance sociale, ne compte pas s'arrêter là. Je remercie la République française de m'élever au rang de chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres. Domaine de réflexion et d'émotion qu'il nous apporte, l'art est pour moi à la fois une source d'engagement et d'épanouissement dont les prémices remontent à mes jeunes années de pensionnat. La passion de la galeriste que je suis est de promouvoir les artistes et de leur faire bénéficier d'une meilleure visibilité, aussi bien sur le plan national qu'à l'international. L'Ordre des Arts et des Lettres a été créé le 2 mai 1957 en France. Le ministre de la Culture de ce pays décide souverainement des nominations après avoir pris connaissance des avis émis par le Conseil de l'Ordre des Arts et des Lettres.
Dans le domaine du sport, les mondiaux d'athlétisme sont pratiquement terminés pour les 3 athlètes ivoiriens qui prennent part à cette compétition. Sissi Ségueux Arthur est tombé en demi-finale du 100 mètres. Ses compatriotes Muriel Aouré et Talou ont pu atteindre la finale du 100 mètres dames. Et Talou a réussi à décrocher la médaille de bronze. Et le bilan des Ivoiriens vous sera présenté dans nos prochaines éditions. Dans l'actualité à l'international, la France se rendait un dernier hommage solennel ce 30 septembre à l'ancien président de la République Jacques Chirac qui s'est éteint à l'âge de 86 ans le 26 septembre dernier. De nombreux chefs d'État africains ont pris part à ses obsèques. L'ancien président français Jacques Chirac a été inhumé dans l'intimité familiale au cimetière du Montparnasse après les honneurs militaires aux Invalides et une messe solennelle à l'église Saint-Sulpice. C'est la fin de ce journal. Je vous retrouve demain pour d'autres nouvelles sur RTI 1. Bonsoir à tous.